Quelle est la première chose à laquelle vous pensez lorsqu'on vous parle du Japon? Sa gastronomie? Ses gratte-ciel? Sa technologie incroyable? Ses somptueux jardins exotiques? Ses temples ou encore ses montagnes à couper le souffle? Tout ça c'est bien beau, c'est vrai. Et pourtant, ceux qui connaissent vraiment le pays du soleil levant vous diront qu'il n'y a pas que de belles choses là-bas. En effet, si beaucoup pensent que le Japon est un endroit sûr et merveilleux, ce qui n'est pas totalement faux, le pays a aussi son côté obscur. Un côté sombre et occulte que peu de gens connaissent, et qui n'est pas forcément montré par les médias du monde. Alors, vous souhaitez savoir de quoi il s'agit? Très bien. Vos désirs seront exaucés, mais je vous préviens, vous risquez d'être véritablement surpris. On commence. C'est bien connu, le Japon est l'un des pays les plus développés au monde, dans tout domaine confondu. C'est d'ailleurs très certainement cela qui donne envie chaque année à plusieurs centaines de milliers d'étrangers de déposer leurs valises au Japon pour y faire carrière. Seulement, la plupart d'entre eux se retrouvent confrontés une fois arrivés à un tas de problèmes qu'ils ne percevaient pas, en tout cas pas dans le tableau idyllique qu'on leur avait peint. Loin de moi l'idée de vous faire ressentir de l'aversion pour ce pays, mais il est tout de même important que vous voyiez le Japon avec des lunettes réalistes, et que vous vous rendiez compte que cet Eldorado n'en est finalement pas un. La raison? Voyons cela de plus près. Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Imaginons donc que vous venez de déposer vos valises à l'hôtel et que vous avez commencé votre aventure au Japon. Vous êtes enjoué, enthousiaste à l'idée de commencer une nouvelle vie ici. Vous êtes plein d'espoir, plein d'ambition. Ainsi, la première chose à laquelle vous pensez est que vous devez vous mettre à chercher un travail. Vous êtes jeune, plein d'énergie, vous avez fait des études poussées, vous pensez alors avoir toutes vos chances. Diplôme en poche, vous toquez donc aux portes des grandes entreprises. Vous déposez vos CV, vous vous faites audacieusement votre place parmi les centaines de milliers de jeunes prétendants comme vous. Les jours passent, les semaines passent, puis les mois passent et aucune entreprise ne vous appelle. Vous êtes désenchanté. Voilà que vous vous retrouvez confronté au premier obstacle, le chômage des jeunes. Je vous explique. Au moment où vous étiez en train de brandir fièrement votre diplôme et à chercher un travail, les jeunes de votre âge qui n'avaient pas encore obtenu le leur étaient déjà activement engagés dans la recherche d'emploi. Ce qui fait qu'ils avaient très probablement des promesses d'embauche avant même d'être diplômés. Je sais, vous devez penser que ce n'est pas juste, mais sachez que le monde de l'emploi au Japon est une jungle, où n'en sortent vivants que les plus coriaces. Et comme si cela ne suffisait pas, ces jeunes, ayant déjà une longueur d'avance sur vous, vont non seulement obtenir leur poste, mais ils vont y rester jusqu'à ce qu'ils vieillissent, ce qui restera encore plus vos chances de voir un poste se libérer. C'est un fait. Les Japonais font de leur emploi un mariage à vie. Je n'ai pas envie de vous démoraliser, mais il y a un autre facteur qui vient empirer les choses. Au Japon, on appelle ce phénomène Obe pour désigner les old boys. Plus concrètement, cela signifie que chaque entreprise envoie ses jeunes employés retourner dans leur ancienne école pour parler de leur employeur aux étudiants. Ce bouche à oreille fait que les chances ne sont pas égales pour tout le monde. Et si un étudiant a un ami déjà employé, eh bien, il aura également encore plus de chances de trouver facilement un emploi. Vous l'aurez compris, le recrutement au Japon n'est pas une affaire aisée. D'autant plus que les entreprises ont généralement des contacts directs avec les professeurs des universités qui savent leur recommander les bons profils. Les étudiants qui ont le plus d'affinité avec leurs professeurs ont donc tendance à être mieux cotés. Et vu que vous n'avez pas fait vos études au Japon et que vous ne connaissez personne, je vous encourage à prier très fort. Face à une telle réalité, vous décidez alors de maugréer tout seul dans votre petit studio de 25 mètres carrés en attendant qu'un jour votre téléphone sonne enfin. En attendant, vous restez cloîtré chez vous, vous n'avez pas le moral, vous préférez ne pas sortir parce que de toute façon, côté financier, ce n'est pas la joie. Vous n'avez plus envie de faire la fête. Vos sous sont comptés, et voilà que vous entrez dans cette fameuse bulle de l'isolement social et que vous devenez ce qu'ils appellent chez eux Ikikomori. Un terme qui désigne les jeunes qui se retirent complètement de la société et qui passent des mois à la maison sans voir personne. Un fléau de plus en plus répandu au Japon, et qui touche mine de rien des centaines de milliers de jeunes. En 2019, ils étaient d'ailleurs près de 613 000 à être concernés, et aujourd'hui ce chiffre a dépassé le million. Oui, vous avez bien entendu. Mais alors d'où vient exactement cette étrange habitude, diriez-vous? En fait, il y a plusieurs causes potentielles à l'apparition de ce fléau, comme la pression sociale qui pèse lourd sur les épaules des jeunes, les normes sociales rigides, les fortes attentes de la part des parents, ainsi qu'une culture de la honte qui représente un terreau fertile au sentiment d'inaptitude et au désir de se retirer. Et bien évidemment, ce phénomène ne date pas d'hier. En effet, l'expression Ikikomori a été utilisée pour la première fois par le psychologue japonais Tamaki Saito dans la fin des années 90, lorsque les jeunes peinaient à atteindre leurs objectifs professionnels et qu'en plus ils manifestaient des troubles anxieux ou encore psychotiques assez graves. Le ministère de la Santé a alors pris les choses en main très rapidement, mais les efforts consentis par les organismes de soins médicaux et d'aide sociale en vue de pallier à ce problème se sont avérés vains. Heureusement, les gens dont le cas est relativement bénin et qui sont en mesure d'avoir recours aux soins médicaux et aux organismes de soutien arrivent à sortir la tête de l'eau. Mais il y a des cas qui sont en plus grande difficulté et qui sont dans l'isolement depuis des années.
Le pire est que s'ensuit une kyrielle de problèmes sociaux, surtout lorsqu'une personne sombre dans un état de paralysie mentale et émotionnelle, dont la violence, les dépressions aiguës, la schizophrénie, les divorces, les addictions, etc. Et vous ne voulez évidemment pas tomber dans cette spirale infernale, où sont tombés plusieurs jeunes avant vous, et que l'on appelle aujourd'hui la bulle de la génération perdue. Quoi, vous n'avez jamais entendu parler de ce terme-là? Très bien. Pour vous mettre dans le contexte historique, il faut remonter en 1986, lors de l'éclatement de la bulle spéculative japonaise, celle qui a marqué le début de l'une des plus grandes décadences économiques que le Japon ait connue. À cette époque, le pays avait été confronté à l'éclatement d'une bulle immobilière provoquée par une généralisation de l'endettement destiné à financer l'acquisition de biens immobiliers. S'en est suivi une énorme déflation, laquelle a ralenti jusqu'à même freiner la croissance économique du pays. Les efforts du gouvernement pour relancer la croissance ont été stériles. Les taux d'intérêt bas et les tentatives de relancement des investissements n'ont mené à rien, loin de là. Le Japon s'est en fait davantage enfoncé dans la déflation, prenant en pleine face toutes les conséquences dévastatrices non seulement pour les petites entreprises, mais aussi pour le japonais moyen et les ménages les plus fragiles. Si bien que le taux de croissance potentiel, qui était de 4% en 1980, s'est effondré pour arriver à 1,5% au milieu des années 90. Même le Nikkei 225 en a pris un coup, puisque de 39 000 points en 1989, il s'est écrasé à 14 000 points en 1992. Et ce n'est pas le pire. De grandes catastrophes financières et sociales ont continué à s'abattre sur le pays. Et pour cause, ceux qui disposaient d'une garantie d'emploi à vie se sont vus licenciés. Le chômage s'est envolé à un taux de 5%, la pauvreté s'est répandue dans de plus en plus de foyers qui, jusque-là, se sentaient en sécurité, et même ceux qui sont arrivés à garder leur emploi ont vu leurs conditions de travail s'endurcir. En effet, non seulement les employés ont vu leur salaire se réduire, voire même se diviser en deux, et leurs primes supplémentaires s'évaporer, mais ils ont également vu les charges horaires s'alourdir. Certains Japonais travaillaient même jusqu'à 50 heures par semaine. Vous comprenez donc mieux maintenant pourquoi on dit que les gens qui ont vécu à cette époque font partie de la génération perdue. Alors qu'ils avaient toutes les chances de faire de brillantes carrières, leur destin s'est violemment déchiré à cause d'une faille économique majeure. Heureusement, le Japon est arrivé depuis à se sortir de cette crise économique. Mais aujourd'hui, en 2023, vous n'êtes pas plus en sécurité puisque sont apparus entre-temps d'autres facteurs rendant votre pérennité difficile à atteindre. Il y a d'abord les avancées technologiques, qui font que nos amis les robots sont devenus nos concurrents directs puisqu'ils détiennent une part importante dans le marché de l'emploi. On estime que 410 000 des 720 000 robots industriels du monde se trouvent au Japon, soit 57%, ce qui réduit considérablement les nombres de postes. Et il y a de l'autre côté un facteur que vous ne voyez pas venir et dont nous avons donné quelques prémices en début de vidéo. Il s'agit du vieillissement de la population. Une population majoritairement active puisque plusieurs personnes âgées ont été contraintes de reprendre le chemin du travail, car elles vivaient sous le seuil de pauvreté. Non, vous ne rêvez pas. D'ailleurs, les statistiques que nous allons vous montrer sont alarmantes. En 2017, le taux d'emploi des Japonais de 65-69 ans atteignait 54,8% chez les hommes et 35% chez les femmes. Vous l'aurez deviné, cela signifie aussi qu'il y a encore moins de place dans le monde du travail pour les jeunes comme vous. Évidemment, ce phénomène n'est pas tout nouveau, puisque c'est depuis des décennies maintenant que le Japon voit sa population vieillir à mesure que les jeunes retardent leur mariage. Inutile de vous préciser à quoi cela est dû. Le souci est que c'est un cercle vicieux qui se crée inexorablement puisque la précarité amène une diminution de la natalité et par conséquent une augmentation du taux de personnes âgées actives et une diminution de la population en âge de travailler. Et encore, si seulement ce n'avait été que ça, le vieillissement de la population japonaise ne représente pas un fléau que dans le marché du travail, mais dans l'économie aussi, puisque cette population vit des aides du pays, des aides qui devraient normalement être allouées à subventionner autre chose. Selon les données publiées par le gouvernement japonais, plus de 10% de la population du Japon est âgée de plus de 80 ans. 16,1% ont plus de 75 ans et 29,1% ont plus de 65 ans. Ce qui fait que le pays a le plus haut pourcentage de personnes âgées au monde, précédant l'Italie et la Finlande, ce qui le plonge dans plus de difficultés économiques. Pour avoir les idées plus claires, sachez qu'en 2011, les prestations destinées aux personnes âgées représentaient un coût de 72 194 milliards de yens, soit 67,2% du total des prestations sociales, ce qui est exorbitant. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. La réduction du déficit va être très dure compte tenu du poids croissant de la sécurité sociale sur le budget. Car les chiffres sont clairs. Selon le rapport Projection démographique du Japon, publié en janvier 2012 par l'Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, la population des seniors va continuer à croître pour culminer en 2042 avec une estimation de 38,78 millions de personnes. En 2060, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus représentera 39,9% de la population nationale, et celle des personnes âgées de 75 ans et plus sera de 26,9%, soit plus d'un quart de la population totale. Et l'espérance de vie moyenne sera quant à elle estimée à 84 ans pour les hommes et de 90 ans pour les femmes.
Bon, maintenant que vous avez connaissance de tout cela, vivre au Japon ne vous dit plus rien. Vous voyez vos rêves s'évanouir un à un et vous n'avez qu'une envie, retrouver votre pays natal, votre bonne vieille Normandie. Je vous l'avais dit. Après tout, vivre au milieu des vaches dans les montagnes et vendre des bûches de chèvre au marché les dimanches n'est pas plus mal. Vous ne serez pas le plus riche du monde, mais bon, au moins vous aurez une sécurité financière, une bonne santé mentale, et ce sera aussi l'occasion de perpétrer et de perdurer le métier de vos anciens. Refaites vos valises sans plus attendre, vous rentrez chez vous. Après tout, ne dit-on pas qu'on n'est jamais mieux ailleurs que chez soi? Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous saviez que le Japon avait ce côté sombre. Dites-nous aussi si vous avez toujours envie d'aller au Japon après avoir vu cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.